Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette émission de Star Wars en direct Making of. Alors c'est vrai qu'on a été absents pendant un moment, ici Margot et Martin, il faut dire, pour ne rien vous cacher, que nous avons déménagé, ça nous a emmenés dans une autre galaxie de carton dont nous sommes finalement sortis. Il y eut également les travaux, mais nous sommes réchappés, nous sommes de la résistance. Rien ne peut nous abattre et nous revoilà. Exactement. Donc nous remercions encore une fois toute l'équipe et surtout Dany pour leur confiance et nous permettre de continuer cette belle aventure. Cette émission est consacrée à la post-production de la menace fantôme. Nous sommes donc au premier épisode de la prélogie controversée dont nous essayons ensemble de découvrir les secrets. Exactement, une prélogie qui revient en force avec la toute dernière bande-annonce de Kenobi, puisque Margot la regardera pour son acteur favori après Harrison Ford, à savoir... Hayden Christensen. Bon. Alors, on espère qu'il n'est pas chauve, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il est surtout cramé, je pense, au vu du personnage. Eh bien, écoutez, on vous propose du coup de passer en hyperespace avec nous. Prête, Margot? Quand tu veux. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. C'est quand même l'occasion, au retour en arrière, de remercier nos partenaires de l'émission, à savoir mintingbox.net, planetestarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geek Québec, boutique Kaya et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors, la grande nouveauté de cette prélogie, commençant du coup avec la post-production de La Menace Fantôme, c'est bien sûr les effets visuels, qui prennent un tout autre tournant par rapport à la trilogie originale. Oui. Et pour cause, à l'époque, ces effets spéciaux sont considérés comme révolutionnaires, encore une fois. Alors à la base, il y a quand même une certaine frustration de George Lucas quant aux effets visuels de l'époque de tournage de la trilogie qui n'étaient pas à la hauteur de son imaginaire. Souvenez-vous, quand on avait parlé de la première trilogie, on avait dit combien ça avait été compliqué et laborieux, et là encore, malgré tout le travail de ses équipes, George Lucas n'était pas tout à fait satisfait du résultat. Alors lors de l'écriture de l'épisode de La Menace Fantôme, cette frustration se répète, comme il l'avouera plus tard, et ce malgré de vrais progrès technologiques. Oui, cette frustration explique notamment le délai d'absence des films Star Wars entre la trilogie et la prélogie. Trop souvent, Lucas se confrontait à un écart entre ce qu'il souhaitait voir à l'écran et ce qu'il pouvait faire technologiquement parlant. Et là, ça nous fait penser aux exigences d'autres grands réalisateurs du cinéma, comme James Cameron, qui n'a pas hésité à attendre que la technique permette de réaliser ce qu'il souhaitait faire. Ce sont les grands visionnaires qui sont prêts à prendre le temps qu'il faut pour... Et dans ce sens, nous sommes dans cette veine, puisque nous attendons d'être sortis des cartons pour revenir. Non, bien sûr. C'était les micros qui ne convenaient pas, il fallait qu'on en rachète un nouveau. Soyons plus humbles. Mais bon, le premier déclic, quand même, vient du film Jurassic Park, de son ami Steven Spielberg, avec des dinosaures créés par la société ILM, encore et toujours, à travers de l'animation par ordinateur, et donc considéré comme le premier pas vers les effets spéciaux qui nous semblent aujourd'hui totalement naturels d'ailleurs. Alors, Jurassic Park est sorti en 1993, et un an plus tard, George Lucas se lance dans l'écriture. Le tournage de l'épisode 1 terminé, il est confronté aux défis technologiques attendus. Sur les 2200 plans du film, 1900 intégraient les effets spéciaux, la quasi-totalité. Donc un immense ratio en faveur de la technologie qu'il convient maintenant d'assumer. Oui, à titre de comparaison, le film Titanic en comprend 900. On parlait de James Cameron tout à l'heure, c'est toujours plus, c'est dire le défi. Et autre statistique intéressante qu'on a pu repérer, il y a quand même 225 personnages créés par animation numérique, débutant par la création et le scan d'une maquette en 3 dimensions,
qui sera la base du travail de post-production pour l'ensemble de ces personnages, c'est dire le travail titanesque qui les attend. Et oui, donc pour gérer humainement ce challenge qui pourrait en inquiéter plus d'un, 3 superviseurs des effets spéciaux sont sur le pont contre une personne dans la moyenne des productions réalisées pour des films plus classiques, dirons-nous. La charge de travail se répartit entre ces 3 personnages. Quels sont-ils, Martin ? Alors, la première personne, on va surtout parler d'elle, que l'on connaît tous de par son empreinte dans le monde du cinéma, c'est John Knoll, bien sûr, qui fait office de référence sur le plateau de tournage directement, et qui se charge ensuite, durant la post-production, des scènes de la course de Pod Racers, donc la course de modules, et les batailles spatiales, donc les meilleures scènes du film. Oh, c'est pas vrai ça. En termes de chronologie, c'est le groupe de John Knoll qui se met à travailler en premier sur ses effets spéciaux. Dès le tournage des scènes anglaises, italiennes et tunisiennes terminées, souvenez-vous, on vous avait parlé de tempêtes de sable dans le désert, ça continue. Le premier focus se fait sur les plans de Mosespa, la course de pod module et la bataille spatiale. Watteau représente le tout premier personnage travaillé par l'équipe. Veux-tu nous faire une imitation ? Non, je n'en suis pas capable. Avis aux amateurs, mais Watteau, c'est compliqué. Mais donc, bon, de par la complexité de son animation, ça semble normal que ce soit lui le premier qu'on attaque, peut-être avec Jar Jar à la rigueur. Peut-être peux-tu préciser aux auditeurs qui est le personnage de Watteau pour celles et ceux qui auraient une réminiscence un peu confuse. Pour ceux, effectivement, c'est un peu l'employeur esclavagiste d'Anakin et de sa mère, pour ceux qui ne se souviennent. Oui, qui ne se souviennent plus effectivement de Watteau. Et donc, se fait misérablement entourlouper par le Jedi. Oui, non. Mais qui essaye de l'entourlouper, mais il n'y arrive pas. Watteau, donc, sacré personnage complexe et profond. Donc, Watteau représente donc le... Excusez-nous, on a un petit problème. Coupé, mais moi je trouve que c'est quand même important qu'on précise aux auditeurs qui est Watteau. Mais Watteau, mais tout le monde le sait qui c'est Watteau. Tu sais, tu devrais faire de la pédagogie comme Guillaume Erner sur France Culture. On reprend. Donc, Watteau, c'est le tout premier personnage qui est travaillé par l'équipe. Veux-tu nous faire une imitation ? Non, pas d'imitation aujourd'hui de Watteau, c'est trop compliqué. Watteau, souvenez-vous, c'est l'employeur esclavagiste de Anakin et de sa mère Shmi, qui tente de se faire entourlouper par Qui-Gon, mais comme souvent avec Qui-Gon, ça ne marche pas. Oh Et donc, Watteau représente donc ce premier personnage travaillé par l'équipe qui, de par la complexité de son animation, comme évoqué précédemment, à savoir un personnage numérique entier avec des ailes qui battent constamment. Sans parler de sa personnalité complexe. Exactement. Donc effectivement, c'est d'ailleurs de lui, de toute façon, que l'équipe apprend beaucoup d'un point de vue animation des vêtements et des mouvements d'ailes. Voilà, on oublie quand même de préciser que c'est une équipe qui ne démarre pas la post-production en sachant tout faire et qui maîtrise de A à Z le processus. Ils apprennent en même temps qu'ils font. Et c'est ça qui est encore plus admirable finalement. Learning when doing. Incroyable. Et l'un des travaux majeurs de cette équipe consiste notamment à retirer l'opérateur de marionnettes C3PO qui représentait le personnage sur le tournage. Oui, puisque là encore, souvenez-vous, nous parlions du fait que il y avait C3PO, le costume dénudé, et quelqu'un entièrement recouvert de bleu qui l'animait, mais qui doit être retiré sur le film, sinon ça fait un peu bizarre. Deuxième légende à travailler avec John Knoll, c'est Denis Muren, qui se charge des séquences sous-marines, ainsi que des scènes de bataille finales entre Gungan et Droïde sur la grande plaine de Naboo. Alors ce groupe se charge dès que possible des scènes aquatiques et nous savons le défi que représentent les environnements marins pour les équipes chargées d'animation et d'effets spéciaux. Donc là encore c'est un mélange très complexe qui est sollicité avec la cité d'Otogunga qui, elle, est complètement générée par des ordinateurs, à l'exception de la scène de réunion des dirigeants de la ville qui compile des miniatures, des scènes tournées en direct
et des animations numériques. C'est quand même fou quand on voit une scène finale, on se rend pas bien compte de l'ensemble des outils utilisés. Autre exemple d'intégration complexe et comme évoqué par Margot à l'instant, la scène sous-marine qui inclut des plans à la fois de Liam Neeson sur fond bleu, donc de Qui-Gon dans le vaisseau, d'images d'animation numérique et d'arrière-plans spécifiques designés pour l'occasion en miniature avec éclairage assorti. C'est presque un travail déjà de montage qui se fait pour constituer les plans finaux. Et le troisième membre de ce trio de superviseurs aux animations et effets spéciaux, c'est Scott Squires, qui s'occupe des effets de sabre laser, et notamment du combat final entre Darth Maul, Obi-Wan et Qui-Gon. Leur travail débute une fois les deux autres départements lancés, le meilleur pour la fin, notamment au niveau des hologrammes, parce que le niveau de détail est beaucoup plus poussé que sur la trilogie originale. Tout à fait. La technique utilisée, cette fois-ci, c'est de filmer les acteurs contre des écrans bleus ou noirs, qu'ILM utilise avec des filtres spéciaux et bruitages sonores pour rendre l'effet possible. Toi aussi, t'es plein d'effets spéciaux. Les sabres laser sont eux scannés digitalement puis travaillés plan après plan pour créer cet effet mythique, la vélocité des plans. Oui, effectivement, c'est vous dire là encore tout le travail de titan et de détail. L'équipe de Scott Squires gère également la scène du Sénat galactique et de la parade finale, qui comme sur toute cette post-production est un mélange habile de l'ensemble des techniques à disposition de l'équipe. Avec ces 3 unités, il y a quand même un grand superviseur du département des modèles qui s'appelle Steve Gawley, qui travaille lui sur les miniatures en lien avec les directeurs des effets digitaux et notamment ce monsieur c'est Rob Coleman. Alors on peut le voir, c'est une équipe de vétérans qui se mêlent et s'entremêlent dans la répartition du travail et qui fait tout cela en étroite collaboration. Tout à fait. En dessous du coup de cette équipe, à chaque fois on a un leader animation qui se charge d'un personnage particulier. Lou de la Rosa pour Jar Jar, par exemple, Linda Bell pour Watto, des femmes pour gérer des hommes, rien de tel. Et oui, dans la division sexuée du travail, peut-être que George Lucas a réussi à faire quelque chose. Alors, à côté de ces personnages-là, des directeurs techniques se chargent d'intégrer, je n'arrive plus à parler, les personnages animés dans le montage réel du film. Ils vérifient donc l'éclairage de ces personnages par rapport au plan, les ombres, pour que l'effet spécial ne soit pas dénoncé et trahi. D'un point de vue organisation de cette post-production, chaque équipe est totalement autonome sur ses plans, chacune se réunissant tous les jours, avant des réunions globales au moins une fois par semaine. Nous parlons donc de la réunionnite française. Les Américains sont aussi parfois dans les réunions. Mardi matin, c'est... j'allais dire jour de fête, ça dépend. George Lucas est présent et commente tout ce qu'on lui présente. L'objectif, c'est 35 plans réalisés par semaine. Pour mémoire, il y en a 1900. Non, 2200 et oui, 1900 plans avec des effets spéciaux. À travailler, tout à fait. Ce film est une nouvelle fois l'occasion d'agir en précurseur, puisqu'ILM est impliqué très rapidement dès la phase de storyboard du film, ainsi que sur les évolutions du scénario. Vous vous souvenez, avec George Lucas, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Et tout cela, évidemment, c'est pour de suite évaluer les challenges que peuvent représenter les scènes. Si bien que, quand même, le travail de post-production s'en trouve faciliter les personnes ayant déjà quand même une identité relativement affirmée, comme Jar Jar ou Watto, par exemple. De manière plus classique, le montage débute lui très rapidement après la fin du tournage et chaque séquence achevée est envoyée sans effet à ILM afin de leur permettre de rapidement débuter le travail d'effets spéciaux. Donc rendez-vous compte, on s'assure quand même d'abord des plans que l'on choisit de sélectionner pour faire un montage et ensuite s'assurer que le travail sur les effets spéciaux soit bien efficace. C'est clair. Premier challenge de taille, c'est le cas de le dire, créer des vêtements en effets spéciaux et comment simuler la dynamique de ces vêtements en mouvement. Cela concerne sans surprise Jar Jar et ses vêtements plus simples en visuel mais qui représentent un vrai casse-tête. Et on parlait de ceux de Watto tout à l'heure. Là encore des choses qui nous paraissent anodines quand on regarde un film et qui pourtant sont l'objet d'un réel travail. Et oui, le pli de la toge, c'est tout un art. L'acteur de Jar Jar, qui s'appelle Ahmed Best, ne se contente pas simplement d'être un porte-tête du personnage, puisque ce sont bien ses expressions à lui qui sont scannées et intégrées à la future animation. Donc il faut aussi travailler sur la synchronisation des lèvres et les expressions faciales par photographie.
Pour tous ces personnages à créer par ordinateur, les superviseurs ainsi que l'équipe de post-production n'hésitent pas à s'utiliser eux-mêmes pour scanner les expressions faciales, si bien que certains personnages d'arrière-plan ressemblent beaucoup à ces différentes personnes. Un bon moyen de joindre l'utile et l'agréable, et de marquer de son empreinte un film. Et oui, qui aurait pu être Oh, sur c'est pas certainement en train de négocier quelque chose à manger. Quelqu'un avec des bonnes vend, ouais, moi je suis celui qui vend tu sais, les petites jambes que Jar Jar essaye de manger sans payer. Ah oui. C'est peut-être moi, ça. À voir. Je ne te pose pas la question. Non, c'est pas la peine. Le personnage de Watto, c'est lui aussi, sans surprise, un vrai défi technologique, notamment avec ses ailes qui sont en battement constant, ses 2 dents réparties à chaque côté de sa petite trompe. Le problème, c'est que son expression faciale est rendue très difficile, parce qu'à moins d'être l'incarnation d'un tableau de Picasso, difficile de trouver quelqu'un pour faire Watto. Si bien que souvent, lors des premiers essais, il ne semble pas très clair que Watto est en train de parler. Donc on a failli avoir un personnage ventriloque, on a beaucoup de chance. Pour résoudre ce défi, on accepte finalement de réduire la taille de l'une des dents et de faire parler Watto sur le côté. C'est fou, hein, là encore, quand on voit, voilà, on pense qu'il y a un personnage comme ça, mais en fait il parle de côté parce que on pouvait pas faire autrement. Et puis ça va finalement bien avec sa personnalité ça va avec complexe. Son style. Tout à fait, ça va avec ça. Tu apprécies la personnalité complexe de Watto. Moi, c'est quelqu'un de très drôle. Les auditeurs auront compris. Les personnages finalisés, suite aux maquettes. Celles-ci sont envoyées au département Viewpaint, un système de peinture 3D propriété de la société ILM, permettant l'ajout à foison de couleurs, de textures, de détails de peau pour ces personnages, dont le superviseur s'appelle Jean Bolt. Ou Gene Bolt, à voir. Sans doute, oui. C'est la dernière étape avant l'animation, à proprement parler du personnage et l'intégration au montage du film. Alors, certains personnages animés ne s'appuient pas sur une performance physique, mais sur une voix. Et c'est notamment le cas de Boss Nass, c'est la voix de Brian Blessed, qui est alors créée de A à Z. Précisons que c'est aussi le cas pour Watto, avec la voix de Andrew Secombe. Et oui, c'est des personnages qui ne sont pas du tout présents sur le plateau et qui sont créés vraiment par la suite. La notion donc de mouvement, de dynamique est particulièrement étudiée dans cette production pour rendre compte de la taille des personnages et des monstres du film. Un exemple clé réside dans le monstre aquatique, il y en a toujours un pour manger l'autre, du début du film, qui, pour représenter de manière cohérente ces centaines de mètres de taille, doit se déplacer relativement lentement. Et oui, on voit là toute l'importance du rythme. L'animation générale des droïdes est-elle assurée par motion capture ? Ça veut dire l'enregistrement d'une performance réelle avec des costumes spéciaux. La performance est donc capturée en 3D et fournit une première et très bonne base pour le film. Cette technique est particulièrement appréciée dans la mesure où tous les mouvements des droïdes sont similaires. C'est ça, qu'on peut faire du bon vieux copier-coller. Ça n'empêche pas l'équipe donc de penser simple et efficace. Comme pour la séquence de bataille spatiale finale où John Knoll décide pour simplicité, efficacité et rigueur budgétaire de placer des vaisseaux en 2D, ceci étant placé uniquement pour renforcer la dimension numérique et épique de la bataille. Ça va très vite bien sûr pour nos yeux d'humains, mais il y a des vaisseaux en 2D qui se baladent sur la bataille. Alors, parallèlement à ces animations numériques, on a parlé déjà tout à l'heure des miniatures qui étaient dans les créations mixtes de la deuxième équipe de production. Et bien là encore, les miniatures sont privilégiées dans certains cas parce que ce sont la meilleure manière de faire selon l'équipe de production. Exemple célèbre, incroyable et inattendu, la population qui vient assister à la course de Pod Racers est en réalité constituée de coton-tiges colorés. Il y a quand même des types qui ont une sacrée imagination. Ah ouais, vous ne verrez plus les plans de la même manière une fois que vous saurez ça. C'est des cotons-tiges colorés. On ne voit plus les plans larges de la même manière. Au total, ce sont plus de 350 000 spectateurs qui sont ajoutés, pas que par des cotons-tiges, il y a aussi de manière numérique, justement on parlait de mouvement, là encore pour simuler ce mouvement, mais les cotons-tiges, ça peut servir. Oui, mais maintenant, avec la fin du single-use plastic, il faudra trouver des remplaçants. Des plastiques à usage unique pour les personnes qui nous écoutent et qui sont francophones. Alors, une autre technique est utilisée, à part les cotons-tiges et l'animation, bien sûr, c'est le matte painting. Alors, en fait, on
on utilise un arrière-plan hyper réaliste pour de nombreuses séquences du film, notamment des intérieurs d'hangars. Oui, c'est de la peinture, finalement, de la peinture sur verre, qui était déjà utilisée sur le Retour du Jedi, par exemple, et même sur l'Empire contre-attaque. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que grâce à la technologie, on peut désormais rendre ces peintures dynamiques, amovibles, et c'est notamment le cas lors de la course de pod. Et oui, ce qui permet de fixer un décor en mouvement et de rendre le tout plus réaliste. Cette scène est en Ne réalité t'étouffe pas. l'exemple typique de la philosophie de cette post-production, puisqu'elle rassemble toutes les méthodes utilisées en un. Miniatures, personnages d'animation numérique, figurants, coton-tige, matte painting, tout est utilisé. Et là, pour vous parler des délais, puisqu'on a maintenant une bonne idée de la démarche utilisée, parlons maintenant résultat. Alors, la deadline impliquait que 35 plans par semaine soient jugés et validés par George Lucas. Et cette deadline est fixée au 23 avril 1997. Et contre toute attente, et à l'inverse de toutes les autres productions de Star Wars, cette deadline est respectée, malgré la course contre la montre qui s'est engagée. D'un point de vue montage du film, comme évoqué également lors de notre épisode précédent, il débute, puis on vient de le rappeler, il débute pendant le tournage avec les séquences filmées au fur et à mesure. C'est le monteur Paul Martin Smith qui s'y colle, notamment à la fin du tournage au mythique Skywalker Ranch, en collaboration étroite avec Ben Burtt, que vous connaissez pour la plupart évidemment pour son travail sur le son, et George Lucas lui-même. Pas de pression là encore pour les 2 années à venir. Alors, l'approche se veut là encore innovante puisque la technologie de l'époque permet de modifier constamment les plans, ce qui a été beaucoup moins possible à l'école et à l'époque de la trilogie par exemple, et ça permet d'avoir un rendu qui est immédiat. Et la recherche par Lucas de ce type de système de montage aboutit à la création dès 1980 de Edit Droid, qui vendu à Avid dans les années 90 devient et reste aujourd'hui le système de montage de référence pour l'industrie. Nous devons donc à George Lucas, encore une fois, une immense empreinte sur l'évolution du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce système est poussé à son paroxysme dès l'épisode 1, puisqu'on va beaucoup plus loin que le simple montage, mais on peut modifier sur mesure et directement les plans d'une manière qui était totalement inégalée et impensée jusqu'ici. Donc ça veut dire que l'histoire et les scènes peuvent être totalement réécrites au moment du montage. Mai 1998, première ours, c'est-à-dire un montage brut. C'est comme ça que ça s'appelle, du film par Lucas. La première projection a lieu auprès d'amis, VIP, n'est-ce pas? Nous n'y étions pas conviés, nous avions 4 ans. Et collègues, sans effets spéciaux et sans trop de musique, également. Cette projection permet évidemment aussi de comprendre les éléments manquants durant les scènes pour améliorer la compréhension du public. C'est ainsi qu'est tournée une nouvelle scène du film, c'était pas du tout prévu sur le montage de base. La scène où le jeune Anakin demande à dire au revoir à Padmé. C'était pas du tout prévu, c'est suite à ces premières projections qu'on s'est dit, faut peut-être qu'on rajoute cette scène pour plus de compréhension. Et c'était évidemment aussi très, très malin pour penser la suite. Lucas sent effectivement que le public est très attaché au personnage de Padmé, mais qui est un grand moment du film pendant lequel elle n'est plus présente. Cette scène est importante pour la suite de la prélogie, mais elle permet aussi de montrer l'évolution du personnage. Là encore, autre scène ajoutée, celle où Palpatine félicite la reine et Obi-Wan et Anakin, le nouveau duo, à la fin du film. Là encore, un ajout hyper cohérent. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà l'intérêt du Seigneur Noir pour le jeune Padawan. Ces scènes sont retournées au studio Leavesden qui avait été utilisé dans le cadre du premier tournage en août 1998, et 3 journées de tournage supplémentaires sont ajoutées jusqu'en mars 1999. C'est aussi l'intérêt de pouvoir monter en direct et parallèlement. Et parallèlement, justement, au travail des effets spéciaux et du montage, on s'applique aussi à concevoir des effets sonores. On a travaillé l'image, appliquons-nous maintenant à faire un son qui convienne. Et la création des effets sonores bat son plein. Ben Burtt est rappelé pour la création des effets visuels, et tout se passe au Skywalker Ranch, temple de l'innovation, puisque Ben Burtt utilise alors un synthé-clavier où les touches ne renvoient pas à de la musique, mais à des sons. Voilà, ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Et oui, on a jeté les bases de la MAO. C'est ça, notamment. L'une des difficultés réside dans la création des voix.
Les sons de véhicules n'ayant rien de comparable sont facilement acceptés par le public, ce qui n'est pas le cas des expressions. Fort heureusement, l'équipe peut s'appuyer sur des langages déjà existants de l'univers, notamment le Hutt avec Jabba qui est basé sur le langage Inca. Alors parfois, des voix humaines posent plus de problèmes qu'on ne le croit, comme celle d'Ewan McGregor, qui, très heureux d'être sur ce tournage, accompagne ses mouvements de sabre laser de petits sons similaires qui ne sont pas bienvenus et qu'il faut supprimer lors du montage son. Les oreilles ont dû saigner. Petite anecdote intéressante, les sons de R2 sont basés sur l'enfance, où un petit n'a pas besoin de mots pour évoquer ses sentiments comme la joie ou la tristesse, et c'est la fondation du langage de R2, ce grand enfant qui sommeille en nous tous. En janvier 99, alors que la date de la sortie approche, les monteurs son que sont Tom Belfort et Tom Johnson commencent le pré-mix du film. Ils incorporent les dialogues, les sons, sauf la musique qui est composée, comme vous le savez très certainement, par John Williams, à qui l'on doit aussi la musique des Harry Potter. Parce que nous sommes en plein Harry Potter actuellement. Non, mais, et puis aussi parce que celui qui l'écoute en le sachant ne reçoit plus cette musique de la même façon du tout. Tu trouves? Bon, ça fera l'objet d'une émission, pourquoi pas. Le compositeur débute mi-1998, la composition quand même un peu plus étoffée du film, suite au premier visionnage, avec un enregistrement la première semaine de février 1999. Alors évidemment, Williams garde les thèmes préexistants, incluant ainsi dans celui d'Anakin une référence à Dark Vador. Si vous écoutez bien la toute fin. Les thèmes de Jar Jar et de Qui-Gon sont par contre établis à partir d'une feuille blanche. Les spotting sessions, comme on les appelle, débutent, à savoir des visionnages du film entre John Williams et George Lucas, afin de déterminer où et quand débutent et s'arrêtent les musiques, ainsi que des explications scène par scène de ce que veut le réalisateur. À ce moment-là, octobre 1998, John Williams a 4 mois pour créer 2 heures de bande-son. Waouh! Donc il débute par la musique de scènes émotionnelles, notamment celle entre Anakin et Shmi, sa mère, et les scènes d'action, elles arrivent plutôt vers la fin de son travail, afin d'ancrer la musique dans une philosophie qui soit un peu plus humaine et sensible, avant d'être dans quelque chose de guerrier, technologique, etc. Exactement. Et donc février 1999, comme prévu, Lucas, Rick McCallum, le producteur, et John Williams débutent les séances d'enregistrement au studio Abbey Road. Ils ont peut-être fait la photo des Beatles avec le London Symphony Orchestra. Eh oui, on ne se refuse rien. En mars, le mix sonore final est ajouté, les derniers effets visuels arrivent en avril. C'est la date de fin de cette post-production. En réalité, dès juin 1998, George Lucas, bête de travail, s'attelle déjà à l'écriture d'un 2e épisode parce qu'il est bien décidé à se lancer dans une épopée similaire à la trilogie originale. Et donc le 21 mai, les Star Wars s'entendent toujours au mois de mai 1999. May the 4th be with you. Ah bon, merci Margot pour cette référence que nous apprécierons tous. Donc le 21 mai 1999 a eu la grande première de l'épisode 1, réunissant notamment l'équipe des 2000 personnes ayant travaillé sur le film. Nous n'avions pas les mêmes régulations à l'époque et le film est disponible en France 5 longs mois après. Vous vous rendez compte la folie que ça serait aujourd'hui. Les réactions, comme vous le savez, également sont plus que mitigées. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. Malgré un succès financier colossal, avec 924 millions de dollars au niveau international et 431 rien qu'aux États-Unis, de quoi lancer sur de bons rails la suite que nous vous raconterons dans un prochain épisode. Et oui, puisque là on parle que des entrées au cinéma, mais pas des produits dérivés. Oui, tout à fait, c'est clair, c'est vous dire. Et nous savons que George Lucas a été précurseur dans la création de produits dérivés. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la post-production de la menace fantôme. Nous nous retrouverons bientôt, oui bientôt. On l'espère. Pour la pré-production de l'épisode 2 de l'attaque. Prélogie qui s'appelle L'attaque des clones. Ouh. Merci beaucoup à nos partenaires mintingbox.net, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geek Québec, boutique Kaya et Génération Star Wars et Science-Fiction. Merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. On espère que vous serez nombreux à nous écouter malgré l'absence. Merci à l'équipe de Star Wars en direct et évidemment Dany et David pour le montage.
au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés. Nous vous saluons bien bas et nous vous disons que la force soit avec vous.